À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, c'est le général de Gaulle, résistant de la première heure, auréolé de la gloire de la reconquête du pays, qui gouverne la France. Le 13 octobre 1946, la nouvelle constitution est acceptée par référendum à une très courte majorité. La 4e République vient de naître. Les élections législatives du 10 novembre suivant voient une chambre composée de 618 députés, dont 183 sont communistes et apparentés, soit presque 30% des sièges. Porté par la vague patriotique, le Parti communiste français recueille les fruits de sa longue lutte dans la résistance et devient ainsi le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Gouverner la France devient alors compliqué, car les voix sont réparties assez équitablement dans 3 grands partis, de telle façon qu'à gauche comme à droite, il est quasi impossible de trouver une majorité, même en s'alliant à un autre grand parti. L'Assemblée nationale est élue par le peuple au suffrage universel. Le peuple élit aussi de façon indirecte le Conseil de la République. Ces 2 assemblées élisent le président de la République qui désigne son gouvernement. Il y avait les démocrates chrétiens, le MRP, il y avait le Parti communiste et il y avait le Parti socialiste. Ces 3 grands partis, mais à eux seuls, ils ne faisaient pas la majorité absolue. Et donc il fallait des petites partis qui fassent la pointe pour qu'il y ait un gouvernement. C'est d'ailleurs la raison de l'instabilité gouvernementale sous la 4e République, qui était ce multipartisme et cette impossibilité d'appuyer un gouvernement sur une majorité cohérente. Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce chœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. On a fait la queue sans grenier. On a glissé 2 bulletins dans 2 urnes. Les Français et les Françaises les plus variés ont dit leurs mots, oui ou non, et choisi une liste. On apprend que le résultat du référendum est oui, oui, et que les vainqueurs sont au nombre de 3, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Mouvement républicain populaire. Avant 7 mois, une constitution et un nouveau référendum. De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Voici 2 semaines, il s'était donné à Antibes devant la mer les premiers jours de vacances qu'il ait pris depuis 1939. Et puis, il avait repris, derrière les murs de son ministère, la lourde tâche que lui avait confiée la France. En France, les électeurs, pour la 2e fois de l'année, sont allés aux urnes pour approuver ou rejeter le projet de constitution présenté par l'Assemblée constituante. On sait que les 3 grands partis, communistes, socialistes, Mouvement républicain populaire, soutenaient le projet dont le général de Gaulle, dans son discours d'Épinal, s'était déclaré l'adversaire. Dans la métropole, comme dans les territoires d'outre-mer, le peuple de France avait un mot à dire, oui ou non. Par 9 2467 oui, contre 7 790 676 non, les électeurs ont approuvé le projet. Il y a eu plus de 7 millions d'abstentions, environ le tiers des votants. La France a enfin une constitution. Souhaitons qu'elle facilite le redressement du pays. L'économie française donne l'impression d'être au point mort, en tout cas si on la compare à la formidable période de croissance qu'enregistrait la France entre 1945 et 1975. C'était l'époque des 30 glorieuses, 30 ans de croissance, de progrès technique et de plein emploi qui ont complètement transformé l'économie française et les conditions de vie des Français. Retour sur cette période où la croissance était de 5% par an. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation de la France est catastrophique. La guerre a fait 600 000 morts, 1 million de familles sont sans abri, des villes entières sont ravagées comme Brest, Caen et Le Havre. On ne peut utiliser qu'un tiers environ du réseau ferré.
Moins d'un train sur deux est en état de rouler. Les bombardements et les sabotages ont détruit la majorité des infrastructures de production et de transport. Le pays manque d'énergie et de matières premières. Il faut les acheter à l'étranger, mais la France ne possède plus de ports. Ils ont été détruits au cours des combats de la Libération et en plus, une grande partie de la flotte de commerce a été perdue. Enfin, la France est totalement désargentée, le franc ne vaut plus rien, l'économie entière du pays est à reconstruire et la pénurie alimentaire connue pendant la guerre se prolonge. Le rationnement, doublé de l'inévitable marché noir, exaspère l'opinion. Pour relancer la production, l'État met en place d'importantes réformes de structure. Des nationalisations et des planifications sont au programme. Les premières nationalisations frappent des entreprises qui ont collaboré avec les Allemands, comme Renault ou Berlier, mais les suivantes vont surtout permettre à l'État de contrôler les 3 secteurs qui commandent l'ensemble de la vie économique, l'énergie, les transports et le secteur bancaire. En 1945, la majorité des Français vivent à la campagne. L'agriculture est le principal secteur de l'économie. Peu productive, elle repose sur de toutes petites exploitations. Les paysans représentent 30% de la population active. À partir d'un pays laminé par la guerre, il faut reconstruire une nation moderne et prospère. C'est l'objectif du premier plan quinquennal qui met l'accent sur la reconstruction et le développement de l'industrie lourde, énergie, sidérurgie, transport ferroviaire. Pour réaliser ce plan, l'État compte sur l'effort des Français. On leur demande de travailler beaucoup et de nouveaux impôts sont levés. De grands emprunts nationaux sont aussi lancés. En échange, de vastes réformes sociales sont mises en place, comme en octobre 1945, la sécurité sociale. Mais la reconstruction économique ne sera réellement possible que grâce à l'aide des États-Unis. Les Américains offrent des matières premières et des denrées alimentaires, ils prêtent à faible taux d'intérêt et surtout mettent à disposition des fonds du plan Marshall. Dans les années 50, le potentiel économique de la France retrouve son niveau d'avant-guerre. Les infrastructures sont reconstruites et le pouvoir d'achat augmente constamment, en particulier celui des bas salaires, avec l'instauration du SMIC. Grâce à la publicité et au cinéma américain, les Français vont découvrir le confort moderne et petit à petit la société de consommation. Acheter un réfrigérateur, se doter d'une salle de bain équipée ou avoir une voiture comme les 4 chevaux constitue une petite révolution pour la majorité des Français. À la fin des années 50, la reconstruction est achevée, la croissance paraît alors ne pas avoir de limite. Tous les économistes prévoient une prospérité illimitée, un développement infini. C'est le règne de l'État-providence. Allocation familiale pour tous, retraite assurée, chômage indemnisé à 90%. Les Français vont découvrir les joies de la consommation. Confiants en l'avenir, les Françaises ont des enfants, beaucoup d'enfants. La croissance démographique est un des moteurs de la prospérité économique. Les 30 glorieuses sont les années du baby-boom. La population de la France passe alors de 40 à 53 millions d'habitants. Il faut nourrir tous ces enfants, les soigner, leur construire des écoles, des hôpitaux et leur acheter de quoi s'habiller. L'économie va être dynamisée par ce qu'on appelle à l'époque le progrès. Les machines et les chaînes de production se multiplient, entraînant des gains de productivité considérables. Avec la même quantité de main-d'œuvre, on peut produire plus. C'est l'époque où les ouvriers deviennent des OS, c'est-à-dire des ouvriers spécialisés dans une tâche bien précise qui s'intègre dans une chaîne de production automatisée. Conséquence, les biens d'équipement deviennent moins chers et donc accessibles au plus grand nombre. Cela favorise bien sûr la consommation. Là où pour acheter la voiture la moins chère du marché, il fallait, après la guerre, plus d'1 an de salaire, il ne faut plus que 6 mois. C'est la consommation des ménages, en augmentation constante, qui va tirer la production. Les ménages découvrent la banque, ils accèdent massivement au crédit, ils n'hésitent pas à s'endetter pour acheter un logement ou une voiture. Pour répondre à la demande et fabriquer tous les nouveaux produits, il faut embaucher. Il n'y a donc pratiquement pas de chômage. Non seulement il n'y a pas de chômage, mais on manque de bras. On fait venir des travailleurs de l'étranger par centaines de milliers. Avec les années 60, la construction européenne marque une nouvelle étape. La création du marché commun va transformer la France, qui doit s'ouvrir aux marchés extérieurs. Les entreprises sont obligées de se moderniser et de s'agrandir sous la pression de la concurrence. L'ouverture européenne offre aussi de nouveaux débouchés. La production et les exportations françaises connaissent une progression remarquable.
Mais en 68, les premiers craquements se font sentir. Inflation et chômage commencent à miner la croissance. En 10 ans, le chômage a doublé et touche 350 000 personnes, chiffre qui paraît énorme à l'époque. La jeunesse de 68 ne se reconnaît plus dans cette société matérialiste où règne l'argent et la consommation. Habituée à 30 années de croissance, la France est touchée de plein fouet par le choc pétrolier de 1973. Commence alors une longue période de crise marquée par une augmentation constante du chômage. 20 ans après, il reste encore à inventer un nouveau modèle de croissance pour remplacer celui des 30 Glorieuses et redonner à l'économie française le dynamisme de sa jeunesse. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation sanitaire et démographique est préoccupante. Le parc de logements est dans un état désastreux. La plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite et la mortalité infantile est très élevée. C'est dans ce contexte que les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 matérialisent le projet de sécurité sociale. L'objectif ? Débarrasser les citoyens de l'incertitude du lendemain. Concrètement, il s'agit de créer un vaste système national d'entraide collective et obligatoire permettant de consolider la solidarité entre actifs et non-actifs, bien portants et malades, riches et moins riches. Des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales sont ainsi créées afin que chacun puisse se protéger des risques de l'existence, en particulier lors des périodes les plus critiques de la vie. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce système de redistribution va se perfectionner et s'étendre tout au long des 30 Glorieuses. À cette époque, la France s'urbanise à grands pas, le salariat se développe et la classe moyenne s'étend. La sécurité sociale va accompagner et soutenir cette croissance, notamment dans le domaine du logement où la demande était urgente. La vocation du projet de la sécurité sociale est de se généraliser à l'ensemble de la population, de l'accompagner dans ses évolutions et de mieux la protéger des accidents de santé ou des risques sociaux. En 1958, aux côtés de la sécurité sociale, naît ainsi l'assurance chômage, qui contribue également au développement des centres de formation professionnelle. Dès le milieu des années 60, la sécurité sociale est devenue indispensable pour la population. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale? On se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. Lors des années 1970, la sécurité sociale accélère sa généralisation à l'ensemble de la population et accompagne de près les changements sociaux, en particulier en ce qui concerne la transformation de la famille et l'émancipation des femmes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Droit à la contraception ou à l'avortement, parité salariale ou loi sur le divorce, autant de mesures qui vont marquer l'évolution de notre société. D'autres investissements seront également mis en place suite à la crise économique née des chocs pétroliers. Le RMI en 1988, qui deviendra 20 ans plus tard le RSA, et la couverture maladie universelle, CMU, en 1999. Les changements démographiques, l'augmentation des coûts de santé et les incertitudes économiques obligent à repenser sans cesse l'équilibre entre la rentrée des cotisations et leur redistribution. En 1991, la contribution sociale généralisée, CSG, a permis d'élargir les sources de revenus de la sécurité sociale, mais d'autres réformes seront bien évidemment nécessaires pour assurer sa pérennité et préparer l'avenir. En 1983,
Près de 40 ans après la création de la sécurité sociale, Pierre Laroque, considéré comme le père de ce projet, dressera un bilan qui reste aujourd'hui encore d'actualité. L'établissement d'un sentiment de sécurité dans la masse de la population, et particulièrement dans les éléments qui étaient en état d'infériorité. À cet égard-là, c'est une véritable transformation sociale. Deuxième succès, l'amélioration de la santé, qui est spectaculaire. Et les progrès médicaux qui ont été réalisés depuis cette époque n'auraient pas pu être généralisés s'il n'y avait pas eu la sécurité sociale. Succès aussi par le redressement de la natalité. De fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans et la mortalité infantile a été divisée par 16. Le développement des modes de garde a permis aux parents à la fois d'exercer une activité professionnelle et de réaliser un projet familial. L'accès à une médecine de très haute qualité s'est également généralisé. Quant aux pensions allouées aux retraités, elles ont permis à 90% d'entre eux de sortir de la pauvreté.